Le paiement des charges de copropriété. Chaque copropriétaire a l'obligation de s'acquitter de sa quote-part de dépenses communes. Il s'agit là d'une obligation impérative. Qui est le débiteur des charges de copropriété? Le débiteur des charges est en principe le copropriétaire du lot concerné. L'obligation aux charges naît à compter de la naissance de la copropriété. Que se passe-t-il en cas de succession d'un copropriétaire décédé? En cas d'acceptation pure et simple de la succession d'un copropriétaire décédé, l'héritier répond des dettes et des charges qui en dépendent, conformément à l'article 785 du Code civil. Il est donc tenu de répondre le cas échéant de la dette de son auteur à l'égard du syndicat. En revanche, en cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, l'héritier ne peut être poursuivi en paiement des charges que dans la limite de la valeur des biens qu'il a recueillis. Bon à savoir, l'indivision successorale n'ayant pas de personnalité morale, le syndic peut agir contre les héritiers du copropriétaire décédé, mais seulement à concurrence de la part de chacun. La règle doit s'appliquer en cas d'opposition au prix de vente des lots. Bon à savoir également, en cas de renonciation de l'héritier à la succession, celui-ci ne peut pas être poursuivi en paiement des charges arriérées sur les lots de son auteur. Bon à savoir en dernier lieu sur cet item, le syndicat peut utiliser la possibilité offerte par l'article 813-1 du Code civil qui permet à tout créancier de faire désigner un mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession. Cette demande doit être portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le syndicat ne peut donc pas former une telle demande par voie de requête. Que se passe-t-il en cas de démembrement de propriété du lot? Le démembrement de la propriété d'un lot entre usufruitier et nu propriétaire est opposable dès lors qu'il a été régulièrement notifié au syndic conformément à l'article 6 du décret du 17 mars 1967. Il n'y a pas de solidarité entre eux pour le paiement des charges. En l'absence de stipulation contractuelle, les charges doivent donc être réparties selon les principes posés par les articles 605 et les suivants du Code civil. En somme, l'usufruitier doit supporter les charges ou les dépenses qui se rattachent à la jouissance, les grosses réparations, c'est-à-dire celles qui constituent une dépense exceptionnelle normalement prise sur le capital, étant à la charge du nu propriétaire. En revanche, lorsque l'acte constitutif de l'usufruit stipule une répartition des charges différente de celle prévue par l'article 605 du Code civil, cette clause doit être appliquée dès lors qu'elle n'est pas équivoque. Afin d'éviter les difficultés liées à l'existence de plusieurs redevables, les règlements de copropriété prévoient souvent que nus propriétaires et usufruitiers seront solidairement tenus du paiement des charges du lot. La Cour de cassation a d'ailleurs admis l'application de ce type de clause même lorsque le démembrement n'a pas été notifié au syndic. Bon à savoir, l'usufruitier doit assumer les dépenses d'entretien et de réparation courante de l'immeuble, y compris les frais de ravalement, les dépenses d'administration de l'immeuble, les frais de fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement commun, les impôts et taxes perçus sur l'immeuble, les primes d'assurance collective, la réfection de l'ascenseur et enfin l'entretien ou la réparation de l'installation de chauffage. En revanche, les frais de réfection du portail en fer de l'immeuble par exemple et du mur du pignon, laquelle constitue une restauration d'une structure essentielle de l'immeuble, sont à la charge du nu propriétaire. La Cour de cassation a par exemple admis que le propriétaire du lot et le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation soient condamnés in solidum au paiement des charges de copropriété. Que se passe-t-il en cas d'indivision sur le lot de copropriété? Lorsque le lot appartient à des co-indivisaires, il n'y a pas de solidarité entre eux pour le paiement des charges et chacun d'eux doit donc s'acquitter de sa quote-part en fonction de ses droits dans l'indivision, à moins toutefois que le règlement de copropriété ne contienne une clause instituant une solidarité entre propriétaires individus d'un lot pour le paiement des charges, clause dont la licéité a été admise que l'indivision soit conventionnelle. Que se passe-t-il en cas de location de lot de copropriété? En cas de location de lot, et quelles que soient les conventions entre bailleurs et locataires, le propriétaire reste seul tenu de toutes les charges vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. Bon
Bon à savoir, un lot appartenant à l'État ou à une collectivité publique reste un lot privatif et oblige son propriétaire à en payer les charges. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Que se passe-t-il en cas de procédure collective à l'encontre d'un copropriétaire ? En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'un copropriétaire, le syndic doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire dans les délais légaux, toute poursuite étant interrompue pour les charges antérieures au jugement d'ouverture et demeurées impayées. Les charges nées postérieurement au jugement d'ouverture doivent également être déclarées dès lors qu'elles ne sont pas nécessaires à la poursuite de la procédure ou à l'activité professionnelle du copropriétaire. Tel peut être le cas de celles afférentes au logement de ce dernier par exemple. En revanche, les charges postérieures et nécessaires à la poursuite de la procédure ou à l'activité professionnelle du copropriétaire n'ont pas à être déclarées et sont payées à leur échéance. Si elles ne sont pas réglées à cette date, elles sont ultérieurement payées par privilège à d'autres créances, créances des salariés, des frais de justice ou relatives à des apports de trésorerie effectués lors de la conciliation. Mais ce privilège disparaît si les créances n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et à défaut du mandataire de justice ou du commissaire à l'exécution du plan, voire du liquidateur, dans un délai d'1 an à compter de la fin de la période d'observation. En cas de liquidation judiciaire, cette communication doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'1 an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Bon à savoir, le délai de déclaration fixé à 2 mois court à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective pour charges antérieure à ce jugement ou à compter de la date d'exigibilité des charges pour celles échues postérieurement au jugement lorsqu'elles doivent être déclarées. Bon à savoir également, lors de la déclaration de ces créances, le syndicat ne doit pas omettre de mentionner son privilège. À défaut, il est considéré comme un créancier chirographaire. Également utile à connaître, à défaut de déclaration dans le délai et en l'absence de relevé de forclusion, la créance n'est pas éteinte, mais le syndic n'est pas admis dans les répartitions et dividendes fixés dans le cadre de la procédure collective. Bon à savoir aussi, le syndic ne peut pas être assimilé à un créancier titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication. Le privilège immobilier spécial que lui confère l'article 2374-1 bis du Code civil pour le paiement des charges et travaux étant dispensé de publicité. Incidemment, il ne bénéficie donc ni d'un avertissement personnel d'avoir à déclarer sa créance, ni de l'extension du délai de déclaration des créances, ni de l'extension du délai de la demande en relevé de forclusion qui sont réservés par les articles L622-24 et L622-26 du Code de commerce aux créanciers titulaires de sûreté publiée. Bon à savoir pour finir sur cet item. Avant la réforme des procédures collectives de 2005, il a été jugé que pour les créances garanties par le privilège de l'article 2374 du Code civil et nées après la mise en liquidation judiciaire d'un copropriétaire, le syndicat de copropriétaires devait être colloqué, c'est-à-dire au 5e rang des créanciers privilégiés, juste avant les créanciers chirographaires. Cette solution paraît en partie transposable aux procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ouverte à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions de l'ancien article L621-32 ayant été pour l'essentiel reprises par les articles L622-17 et L641-13, nouveaux du Code du commerce. Étant toutefois précisé que le privilège de paiement est désormais limité aux créances nécessaires à la procédure collective ou à l'activité professionnelle du copropriétaire et doit être porté à la connaissance du mandataire de justice.